Donc, bienvenue à notre autre cours d'INF 5111, où aujourd'hui, on va parler des alternatives aux bases de données SQL. Donc, depuis le début de la session, on travaille avec le principe de base de données, le principe de sauvegarder des données de manière permanente, habituellement dans le but de travailler avec une application ou un programme quelconque qui va avoir accès à ces données-là pour être capable de les modifier, les interroger, les analyser, les exploiter. Et on ne s'était pas trop posé des questions. On avait utilisé comme type de base de données des bases de données relationnelles ou des bases de données qui utilisaient le langage SQL. Le principe d'avoir des tables, d'avoir des colonnes, d'avoir des lignes. Donc, tout ce principe-là, avoir des relations entre différentes tables, le principe d'être capable de faire des jointures. Donc, ça, c'est toutes des caractéristiques qui viennent s'appliquer à des bases de données relationnelles, à des bases de données SQL. C'est synonyme des bases de données relationnelles. Les bases de données relationnelles utilisent le langage SQL pour être capable d'être utilisées. Donc, on dit relationnel ou SQL, dépendamment de comment tu te sens à ce moment-là dans ta journée. Puis, ça marche très bien, là. Okay? C'est pas pour rien pourquoi est-ce qu'on a vu ça durant la majorité de la session. Quand on commence à travailler avec des bases de données, 80% du temps, okay, on peut être très bien servi avec une base de données relationnelle, une base de données SQL. Par contre, c'est pas le seul type qui existe et particulièrement dans un monde de plus en plus moderne, dans un monde de plus en plus dynamique, dans un monde de plus en plus intégré avec le web, avec l'Internet, on a rencontré, okay, on s'est plaqué contre un peu les limitations qui étaient inhérentes au modèle relationnel. Donc, avec le temps, il y a eu... le principe, c'est qu'initialement, dans les années 80, quand les bases de données SQL, les bases de données relationnelles ont été créées, il y avait d'autres possibilités qui existaient autour des bases de données relationnelles. C'est juste que les bases de données relationnelles, c'est ceux qui étaient le plus conviviales, c'était ceux qui étaient les plus robustes, c'était ceux qui étaient les plus utilisables dans un contexte industriel, dans un contexte où on faisait des vrais programmes pour le vrai monde, pour des vraies affaires. Fait que ça a gagné la part du marché, puis ça a resté ancré durant genre 30 ans sans être trop délogé. Mais il y a eu d'autres types, d'autres paradigmes de bases de données qui ont existé, qui ont été développés, puis ces paradigmes-là ont été repris, puis ont repris de la popularité dans les 10-15 dernières années parce qu'on se rendait compte qu'on était limité quand on travaillait avec des bases de données SQL. Là, ici, par contre, il y a eu un peu un phénomène de mouton noir, dans le sens que quand on parle de base de données, si on ne dit rien d'autre, c'est un de facto une base de données relationnelle, une base de données SQL. Parce que c'est tellement présent, c'est tellement le défaut, c'est tellement la chose que tu utilises quand tu ne te poses pas de questions, qu'il a fallu comme donner un nom à tous ceux qui n'étaient pas la base de données traditionnelle. Donc, on va voir aujourd'hui une base de données alternative aux bases de données SQL, qui est une base de données de documents. Puis, il va exister aussi d'autres types de bases de données alternatives. Donc, on va aller voir des key values, on va aller voir des bases de données à type de cluster, on va aussi aller voir des bases de données à colonnes qui vont être des fois proches, des fois très éloignées de qu'est-ce qu'une base de données relationnelle nous donne, mais qui, pour chacune des versions des bases de données,
vont nous permettre de opérer de manière plus efficace que la base de données relationnelle sur certaines caractéristiques, sur certains points. Fait que c'est toutes des bases de données à part entière qui ont toutes des manières de faire différentes, puis toutes des concepts différents derrière. Mais juste à cause de la popularité des bases de données relationnelles, tous ces autres types de bases de données-là ont tous été pris dans une espèce de terme parapluie là, qui englobait tout le monde, qui étaient les bases de données NoSQL. Okay? Donc, initialement, le NoSQL, c'était pour dire NoSQL. Hein, c'est NoSQL allowed. Là, on voulait pas de SQL ici. Là, avec le temps, il y a encore d'autres types qui se faisaient imbriquer là-dedans. Puis là, il y en avait qui avaient des choses qui ressemblaient à du SQL. Fait que maintenant, le NoSQL, c'est comme transformé pour devenir another than SQL, mais ça se peut qu'il y en ait quand même dedans ou des choses semblables pour être capable de comme englober toute la subtilité possible de la chose. Fait que la question qu'on peut se poser, okay, c'est quels sont les éléments qui englobent le fait qu'on a des bases de données NoSQL? C'est quoi les éléments limitants pour être capable de travailler avec des bases de données NoSQL plutôt que relationnelles? Puis l'élément fondamental, okay? Donc, la première raison pourquoi est-ce que tu ne voudrais pas utiliser une base de données relationnelle, c'est le principe de quantité de transactions avec des informations qui sont éloignées physiquement l'une de l'autre. Donc, dans les bases de données relationnelles, le modèle de la base de données est quand même assez monolithique, okay? Dans le sens que on avait vu qu'il y avait le principe acide, hein? Les caractéristiques qui nous permettaient de garantir l'intégrité, de garantir l'isolation, de garantir l'atomicité, que quand je faisais une requête, j'étais assuré qu'il n'y avait rien qui venait casser la concurrence. Donc, toutes ces garanties-là ont comme pilier que les informations sont centralisées à un endroit seulement. C'est comme ça que ça permet de rester efficace. Fait que si cette réalité-là doit être brisée, si cette réalité-là ne peut pas être respectée, on commence à avoir des sérieux problèmes avec les bases de données relationnelles. Puis, dans notre monde maintenant interconnecté, hein, à travers la planète, des plateformes de réseaux sociaux, les systèmes bancaires, tous les systèmes d'information, ils ne peuvent pas avoir juste une base de données qui est capable de répondre à toutes les requêtes possibles. OK? Il n'y a pas d'ordinateur assez puissant pour être capable de répondre à toutes les requêtes que Facebook a à chaque seconde. C'est juste impossible. Donc, pour être capable de mieux gérer ce genre de situation-là, il a fallu se tourner vers des bases de données qui vont être des bases de données qui vont être possibles d'être grappables, d'être en grappe, okay? Ou en anglais, ils appellent ça des clusters. Donc, le principe, c'est d'avoir plusieurs ordinateurs qui sont tous interconnectés les uns avec les autres pour être capable de se partager la charge de travail. Avec cette nouvelle conception-là, c'est certain qu'il y a certaines des... C'est certain que quelques caractéristiques qu'on avait avec le modèle relationnel ne sera plus disponible, ne sera plus accessible quand on travaille avec des clusters, quand on travaille avec plusieurs serveurs qui se communiquent entre eux les informations. Mais la question, c'est est-ce qu'on a besoin de ces caractéristiques-là dans tous les cas d'utilisation? Hein, comme on avait parlé
justement les caractéristiques acides des transactions de base de données relationnelles, qui garantissait que l'intégrité était, il n'y a pas d'affaires weird qui se passent, que quand c'est sauvegardé, tout le monde a accès à cette donnée-là. Parce que, tu sais, on disait comme par exemple, quand tu as un compte de banque, ben si tu commences à déposer de l'argent, tu veux pas que quelqu'un arrive en même temps puis fasse une autre transaction puis que là, tu sais, il y ait un conflit dans l'information. Puis effectivement, dans ce cas d'utilisation-là, ça reste quelque chose de primordial. Mais il existe beaucoup d'informations qui n'ont pas besoin de ces garanties-là. Là. Si je m'en vais sur Facebook, OK, puis que quand je pose sur Facebook, OK, mon cousin qui est à l'autre bout de la planète, en Australie, ne voit pas ce post-là à la seconde où c'est que moi, je l'ai cliqué sur mon navigateur, ça ne changera pas ma vie. Là. OK, si ça arrive 20 secondes plus tard, 1 minute plus tard, 1 demi-heure plus tard, c'est même pas un problème. Donc, quand on commence à changer les caractéristiques nécessaires pour être capable de gérer nos bases de données, tant qu'on se dit que tant qu'à un moment donné, l'information est synchronisée, ben là, ça nous ouvre beaucoup de portes sur comment est-ce qu'on peut partager l'information, comment est-ce qu'on peut avoir plusieurs ordinateurs qui ont juste une partie de l'information qui sont capables de comme transiger leurs différentes modifications à travers le temps, des choses comme ça. Donc, la grande faiblesse des bases de données relationnelles, c'est en fait les garanties qu'elles apportent. C'est un limitant quand on travaille sur des grandes échelles de données, puis quand on travaille sur des échelles de distance mondiale. Fait qu'il a fallu redévelopper, redécouvrir, commencer à utiliser d'autres types de bases de données pour être capable de travailler mieux avec ça. C'est pas la seule chose qui représente les bases de données NoSQL. Il existe aussi d'autres thématiques assez généralisées. Fait que dans les autres choses que les bases de données NoSQL apportent, la majorité vont être des logiciels libres. Donc, petite histoire, parce que je pense que je n'ai pas parlé de logiciels libres. Donc, le principe de logiciel libre, c'est initialement, dans les années 70, début 80, il y avait des logiciels qui commençaient à sortir, puis là, c'était de plus en plus complexe, puis là, les compagnies voulaient garder leurs secrets professionnels, fait qu'ils te donnaient seulement l'exécutable, puis ils ne te laissaient pas voir le code source qui te permettait de travailler avec le programme. Mais il y a certaines personnes qui ont été, qui se sont révoltées contre cette pratique-là. De la même manière que quand tu achètes un automobile, l'automobile t'appartient, puis tu as le droit de la modifier, puis de la décortiquer comme tu veux. Le principe, c'est que si tu achètes un logiciel, ce logiciel-là devrait être modifiable avec la source inclue pour être capable de t'assurer de pouvoir toi-même combler les besoins que le logiciel ne pourrait possiblement pas t'apporter au complet. Fait que pour garantir ça, il y a eu la création de licences spécialisées pour être capable d'assurer que les logiciels soient libres de, pas nécessairement de droit, donc c'est pas comme genre gratuit, comme dans le sens de je te donne une bière puis la bière est gratuite, là, mais dans le sens de libre, comme la liberté. Donc, il y a eu des licences. Majoritairement, la plus prédominante s'appelle la licence GPL pour le General Public License, qui garantit que quand tu reçois un logiciel qui utilise ce code-là, tu as le droit de le modifier, tu as le droit de le redistribuer, puis tu as le droit de le revendre, mais seulement si tu fournis aussi les modifications que tu as faites à ce code-là. Ça garantit
que le code de ces projets-là vont rester accessibles. Fait que c'est ça quand on parle de la communauté open source, hein, ou de free software. C'est ce principe-là d'avoir un accès aux sources des logiciels pour être capable de les améliorer, pour être capable de les bonifier, pour être capable de les réparer, puis que ce droit-là soit intégré à même la licence de distribution elle-même du programme. Fait que, il y a ça qui existe dans les bases de données NoSQL. Donc, c'est pas toutes, mais c'est comme la majorité. C'est des thématiques générales, hein, parce que c'est encore une fois, le NoSQL, c'est comme un grand terme, là, un grand chapiteau qui prend beaucoup de monde. Fait que, grande thématique, souvent open source. On a aussi, très souvent dans les bases de données NoSQL, ce qu'on appelle des schemaless database. Donc, des bases de données qui n'ont pas de schéma quand je les utilise. Donc, on avait parlé que les bases de données SQL, les bases de données relationnelles, un de ces grands avantages, un de ces grands atouts, c'est qu'avant de pouvoir insérer des informations, il fallait que je définisse la description des tables, la description des colonnes, la description de toutes les informations, ce qu'on appelait le schéma. Puis, quand j'insérais des informations, je ne pouvais pas diverger du schéma. Fait que ça va très bien quand tu sais d'avance qu'est-ce que tu veux sauvegarder. Okay? Puis que l'intégrité des informations est extrêmement importante. Mais quand on travaille avec des systèmes d'information qui sont hétérogènes, donc quand je veux sauvegarder dans une collection ou une table, ou en tout cas un pot d'informations, j'ai, admettons, sur Moodle, OK, j'ai besoin de sauvegarder dans une section différentes affaires. OK? Mais là, pour le dépôt d'un document, c'est une série de différentes caractéristiques. Puis pour la remise, c'est une autre série de différentes caractéristiques. Puis pour le choix de groupe, c'est une autre série de différentes caractéristiques. Mais c'est tous des éléments dans la section, là. Et comment est-ce que je fais dans une base de données relationnelle pour être capable de comme gérer cette liste-là d'informations imbriquées? C'est pas toujours la chose la plus facile et la plus conviviale. Surtout si c'est comme, OK, ben là, je veux faire une mise à jour, puis là, je veux avoir une nouvelle section, ben pas une nouvelle section, mais un nouveau type d'activité possible. Est-ce que là, ça vient comme casser les autres? Est-ce qu'il faut que je fasse plein de changements? Donc, ça devient très difficile d'être dynamique, très difficile d'avoir des informations hétérogènes. Donc, dans les bases de données NoSQL, on a le principe d'avoir des bases de données qui n'ont pas de schéma. Ça veut dire que tu peux mettre des choses, puis lui, il va juste sauvegarder, puis si ça fait pas de sens, ben c'est un peu de ta faute. Fait que c'est plus versatile, mais à moyen terme, c'est plus dangereux, hein, c'est plus volatile. Fait qu'il faut faire attention, mais dépendamment de qu'est-ce que tu as besoin, ça peut être intéressant. Particulièrement, un dernier atout des bases de données NoSQL, c'est le principe aussi que c'est très adapté aux technologies web. Donc, c'est surtout quand on a commencé à développer des applications mobiles, hein, le Web 2.0, le Web des réseaux sociaux, le Web de création de contenu, de création d'informations, qu'on a tombé sur les limites des bases de données relationnelles. Fait que quand on a redéveloppé les anciennes idées des bases de données de toutes les différentes familles NoSQL, ben, souvent, c'était pour essayer de régler des problèmes qui existent sur le web. Donc, la majorité de ces nouvelles technologies-là, ou en tout cas ces applications technologiques-là de bases de données NoSQL, sont adaptées, sont précisément construites pour être capables de se faciliter la gestion puis le travail avec les applications web.
Ça fait un peu le tour de l'historique de bases de données NoSQL. On va aller voir les 4 grandes familles de bases de données NoSQL. Puis, pour chacun, le principe, c'est qu'il existe, encore une fois, tu sais, comme pour les bases de données relationnelles, hein, on disait qu'il y avait même plusieurs implémentations. Nous autres, on utilisait Postgres, mais il y avait Oracle Database, il y a MySQL, il y a Microsoft SQL Server. OK? Donc, il y a MariaDB, il y en a plein qui existent de bases de données relationnelles. C'est un peu le même principe pour chacune des autres familles de tout le chapiteau de NoSQL. Il y en existe plusieurs. Mais pour chacun, moi, je vais expliquer un peu qu'est-ce que ça fait. Puis après ça, je vais donner un exemple avec une implémentation qui est habituellement l'implémentation la plus populaire, OK, ou la plus répandue dans cette famille-là. Fait que dans le cours, on va aller, puis dans le deuxième travail pratique, on va utiliser des bases de données à documents avec l'utilisation de MongoDB. Donc, c'est ça qu'on s'en va voir tantôt. On va aussi voir aujourd'hui le principe de base de données clé-valeur avec Redis. On va voir la semaine prochaine les deux autres types de familles avec les bases de données colonne-famille avec Cassandra, puis les bases de données à type de graphe avec Neo4j. Fait que pour chacune de ces familles-là, on va regarder un peu c'est quoi le fondement derrière, c'est quoi les concepts. On va aller voir son implémentation, donc comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser. Puis on va aller voir aussi quelles sont les utilisations typiques pour être capable de bien travailler, comment utiliser cette base de données-là à son plein potentiel. On va commencer avec notre première de la soirée, les bases de données à documents et le principe de MongoDB. Vous allez voir que la majorité des bases de données portent bien leur nom. Puis une fois que tu comprends le concept, tu t'es comme, OK, le nom est bien associé pour être capable de bien voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Fait que la première, c'est les bases de données à documents. Donc, le principal élément qui existe dans les bases de données de documents, je vous laisse deviner, c'est des documents. Donc, le principe d'un document, c'est un ensemble de données qui est capable d'être stocké d'une manière comme individuelle, puis qui est capable d'être rapatrié, qui est capable d'être retenu, qui est capable d'être allé rechercher. Fait que le principe de ces documents-là, habituellement, se base sur différents types de documents que nous, on connaît comme étant des documents d'information, des documents de données à l'intérieur. Fait que on a déjà vu le principe de documents en JSON, hein, qui me permet d'avoir une notation. Donc, je regarde example. Je sais que tu en as un quelque part là-dedans. Là. Okay. Ici. Hop, c'est plus gros. Fait qu'on a le principe de document JSON qui est une liste de clés-valeurs. Puis à l'intérieur, on a possiblement des informations qui sont imbriquées. Puis on a différents types de données, des listes, on a du texte, on a des valeurs numériques. Qu'est-ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce n'est pas le seul format qui existe. C'est le plus populaire en ce moment, certainement. C'est celui qui a gagné la guerre des formats de transfert d'informations sur le web. Mais avant, il existait aussi des choses comme le XML, qui vient, en fait, si on regarde ces deux-là, c'est les mêmes informations, mais présentées de manière différente. Fait que si tu peux voir ici, on a le glossary, puis là, à l'intérieur, on a un title example glossary. Puis là, si tu regardes ici, on a le principe de glossary,
Puis là, à l'intérieur, on a un title, puis on a le title Example Glossary, mais là, tu peux voir ici que c'est des balises qui s'ouvrent, puis qui se ferment. Donc, même information, mais présentée d'une manière différente. Le XML a perdu parce qu'il est pas mal plus difficile à lire, puis pas mal plus à percevoir rapidement. Les êtres humains aiment vraiment le JSON parce que ça me permet de facilement trouver, puis de voir le niveau d'imbrication, puis de savoir c'est quoi les différentes sections, comment ils sont emboîtés, tandis que lui, des fois, c'est pas exactement la chose la plus simple à remarquer. Donc, le principe des bases de données à documents, ça va être le principe de je stocke un fichier JSON, puis je suis capable de retrouver le fichier JSON, puis je suis capable de aller chercher les informations qu'il y a à l'intérieur de ces éléments-là. Donc, ces documents-là sont des structures de données qui sont habituellement sous forme d'arborescence, puis que je peux parcourir pour aller chercher un type d'information spécifique comme j'ai besoin. Fait que quand on parle de base de données à documents, celle qui est la plus populaire, c'est MongoDB. Donc, MongoDB qui est... MongoDB. Donc, le même principe que les autres. On a, là ici, c'est leur site qui est en même temps leur plateforme pour pouvoir héberger des bases de données. Là. Donc, on peut voir ici le principe que les autres, ils ont comme des atlas, ils ont des blablabla, donc ils ont plein de différentes informations. Mais si on s'en va dans les ressources, on peut aller voir comment travailler avec MongoDB pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. On va aller le regarder un petit peu plus tantôt en détail, mais c'est le principe que c'est une base de données comme un autre. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup des concepts que nous, on connaît, qui vont se rejoindre à l'intérieur de les autres bases de données. Fait que souvent, ce que je vais avoir, c'est la version MySQL ou la version de base de données relationnelle. Ici, j'ai parlé d'Oracle Database. Puis, on va regarder le terme équivalent quand on travaille à l'intérieur de MongoDB. Donc, on parlait de schéma de base de données. Là, faire attention, on ne parle pas du schéma comme la construction de la description. Le principe, c'est qu'on avait dit que dans les bases de données, il y avait des schémas, puis dans les schémas, il y avait des tables. Donc, dans Postgres, il y avait le schéma public qui était là tout le temps. On pouvait en créer d'autres schémas au besoin. Dans Mongo, le principe d'un espèce de gros dossier qui enregistre à son plus haut niveau, c'est ce qu'il appelle un database. Fait qu'un Mongo database va pouvoir contenir plusieurs affaires de ça, puis qui va pouvoir contenir plusieurs affaires de ça. Fait que le principe, c'est qu'après ça, on arrive au niveau d'une table. Fait qu'une table, ça va contenir un paquet d'informations, une table d'utilisateur, une table de vente, une table de client. Au niveau de MongoDB, on appelle ça une collection. OK? Donc, une collection à place d'une table. Vous allez voir, quand on va les regarder tantôt, là, ces termes-là vont revenir, puis c'est là que ça va être intéressant de comme se souvenir que, OK, c'est la même chose qu'on avait déjà vu. Puis là, après ça, quand on parle d'une ligne d'information, fait qu'un client spécifique avec son nom, son adresse, son numéro de téléphone, dans MongoDB, c'est ça qu'on appelle un document. Fait qu'un fichier de JSON avec à l'intérieur le name, avec le principe d'un numéro de téléphone, avec le principe d'une adresse, des choses comme ça. Fait que, qu'est-ce qui est intéressant avec MongoDB, c'est que lui, il a vraiment été fait à la base pour être déployé dans différents clusters, être déployé dans différentes parties, puis que ces parties-là puissent communiquer entre eux, puis être capable de trouver comme une vérité ultime. Fait que quand on travaille avec MongoDB, habituellement, on va travailler avec un cluster de MongoDB automatiquement. Puis, à l'intérieur, il va y avoir ce qu'on appelle des replica sets
qui vont dire, OK, ben, j'ai mon cluster qui représente ce que je veux sauvegarder. Puis là, mettons, j'ai 3 replica sets dans 3 serveurs, 3 emplacements sur la planète différents. Puis, quand on veut travailler avec ça, ben moi, je peux aller écrire sur un, puis là, lui, il va s'arranger à communiquer l'information. Puis s'il y a des problématiques, il y a un système qui va dire, ben celui-là a été écrit plus tard, fait qu'elle prend préséance sur qu'est-ce que tu as donné, des choses comme ça. Aussi, il va y avoir des possibilités sur la configuration pour dire, ben, je veux tolérer tel genre de problématique ou quand il y a une erreur ou c'est que 2 personnes écrites à 2 endroits différents sur la même place, ben là, il y en a, voici une priorité de qui prendre ou voici des règles qui réussit ou pas. Donc, on peut avoir des données qui sont un peu disparates puis qui vont se répliquer au fur et à mesure. Et quand est-ce qu'on veut utiliser ces types de bases de données-là? Donc ici, on a 2-3 cas d'utilisation typiques. Un premier, c'est pour ce qu'on appelle de la journalisation. Okay? Donc, ou en anglais, ils appellent ça du system logging. Okay? Donc, le principe, c'est que quand j'ai différents systèmes informatiques, quand j'ai différents systèmes non informatiques, ça peut être des éléments industriels, qui génèrent des événements. Okay? Fait que j'ai un système d'alarme, puis ça me dit la porte a été ouverte. J'ai un système d'alarme qui dit que le capteur de fumée est en train de dépasser son threshold. J'ai une autre alarme qui me dit que j'ai une caméra qui compte le nombre de monde dans la place, puis il y a trop de monde pour les principes de sécurité établis. Donc, je veux être capable de agglomérer tous ces différents événements-là. Mais le principe, c'est que les événements peuvent être extrêmement hétérogènes. Hein? Il y en a un qui va venir d'un capteur, il y en a un qui va venir d'une analyse d'une image, il y en a un autre qui va venir de quelqu'un qui a parti un processus quelconque. Puis les informations qui viennent avec ça sont aussi hétérogènes. Donc, il y en a un qui me dit il y a trop de personnes, il va me dire il y a combien de personnes, il va me dire c'est sur quelle superficie. Il y en a un autre qui va me dire le capteur a été déclenché à telle heure, a été refermé à telle heure. Puis l'autre va me dire, la température est rendue trop haute, on voudrait que ça soit telle température à ce point-ci dans la journée. Donc, si on essaie de faire ça avec un schéma, on va s'arracher les cheveux de la tête parce que je veux juste avoir une liste de tous les événements. Hein? Donc, tout ça dans la même collection. Donc, habituellement, les bases de données à documents sont super bien outillées pour être capable de faire ça. Parce qu'une fois qu'on a tout mis ça dans la même collection, on est capable de faire des filtres pour dire est-ce que ça a ce champ-là? Hein? Est-ce que ça a le champ de « je suis un senseur de porte » ? Est-ce que ça a un senseur de « je suis un capteur » ? Puis, souvent aussi, les informations vont avoir des champs, des informations qui sont communes à tous. Fait que quand est-ce que ça a été géré? Quand est-ce qu'on a reçu cette information-là? C'est quoi le type de l'événement qui me permettent de baliser, qui me permettent de trouver l'information que je veux quand j'en ai besoin. Deuxième type d'application, c'est quand on a des documents simples qui ne demandent pas de schéma parce que le schéma il serait trop stupide. Donc, des choses comme la gestion de contenu. Okay? Quand mettons une plateforme, tu as un blog ou tu as un réseau social quelconque, tu fais juste mettre des posts avec du texte, tu as des commentaires qui viennent avec. Donc ça, ce genre de système-là est très bien outillé parce que c'est capable de rapidement recevoir les informations. Les informations n'ont pas besoin d'être atomiques ou d'avoir plein de critères préalables. C'est vraiment facile et convivial de travailler avec des bases de données de documents avec ça. Autre élément où c'est souvent utilisé, des analyses en temps réel ou des analyses web. Donc souvent, on va avoir des systèmes qui vont nous fournir de l'information en temps réel, puis on va être capable de les cataloguer sans savoir nécessairement d'où ils viennent, sans s'assurer que c'est conforme, sans s'assurer que tout est beau. Donc souvent, dans des systèmes dynamiques, des systèmes en temps réel,
des bases de données NoSQL, comme les bases de données de documents, sont super utilisées parce que s'il y a une nouvelle information qui sort de nulle part, je n'ai pas le temps d'aller remanier comment ma base de données gère les informations. Il faut que je sois capable de sauvegarder ça puis de pouvoir la traiter ou l'analyser possiblement plus tard. Puis finalement, on va avoir les applications de commerce électronique. Donc là, ici, c'est vraiment le principe que ça reste dynamique puis que le schéma n'est pas présent. C'est là que ça va venir vraiment faire son compte où il peut y avoir différentes équipes qui travaillent puis qui sauvegardent l'information dans la même base de données. Ils n'ont pas vraiment besoin de se parler tant que tout le monde est capable d'aller retrouver l'information qu'il a besoin au moment qu'il a besoin. Tout le monde est content dans le monde des PME rapide, tech startup. Faut que ça roule, faut que ça pivote, faut que ça soit capable de tout faire en même temps. C'est vraiment le genre de versatilité qui est vraiment apprécié. On va aller voir comment fonctionnent ces différentes, MongoDB particulièrement. On va aussi, durant le laboratoire de cette semaine, vous allez mettre en pratique pour être capable ensuite de travailler sur le deuxième travail pratique. Mais avant de faire ça, on va se prendre une première petite pause. Donc, on va revenir à 19h pour aller regarder la mise en pratique de MongoDB. Voir à quoi ressemble. On a du SQL pour le rationnel. Comment est-ce qu'on fait pour travailler avec MongoDB? C'est quoi le texte? À quoi ça ressemble? Fait que, retour 19h. À tout de suite. Donc, on s'était laissé avec les différents cas d'utilisation de bases de données à documents. Là, on va aller regarder à quoi ressemble le langage qui me permet de travailler avec ces bases de données-là. Donc, on va aller regarder les différentes opérations qui sont les opérations comme de base. Donc, habituellement, quand on travaille avec des opérations dans des bases de données, il en existe 4 opérations principales, donc, qu'on appelle les CRUD. On veut créer des nouvelles informations. On veut lire des nouvelles informations. On veut fait que R pour read. On veut mettre à jour les informations, donc update. Puis on veut détruire, supprimer des informations, delete les informations. Donc, quand on travaille avec des bases de données qui sont avec MongoDB, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la base de données a été créée dans un ère moderne. Donc, contrairement au SQL, la syntaxe, le langage qui me permet de travailler avec MongoDB est très, très, très semblable à qu'est-ce qu'on est capable de voir, ou en fait, qu'est-ce qu'on a vu avec les langages de programmation. Fait que là, vraiment, ça vient comme se rejoindre, puis les différentes librairies vont être capables de directement travailler avec le même langage. Comme ça, tu n'auras pas besoin d'apprendre deux choses. Ça va directement marcher avec les concepts que tu as déjà, admettons en Python ou en Java ou dans un autre langage quelconque. Donc, si on regarde c'est quoi les différentes opérations, puis les différentes possibilités derrière. Donc, le principe, c'est que, si on regarde l'exemple ici, pour être capable de faire une insertion, être capable de prendre une information puis venir l'insérer dans la base de données, ben, on va avoir deux différentes opérations possibles. Donc, on peut en insérer une ou on peut en insérer plusieurs. Puis, ce qui est intéressant ici, c'est que quand on veut aller travailler dans un endroit spécifique, ça va être à nous de décider c'est quoi la base de données. Donc, on se souvient, nous autres, c'est comme le schéma, c'est comme dire public, qu'est-ce qu'on faisait avec Postgres. Avec nous autres, public était juste marqué automatiquement, on n'avait même pas besoin de le taper. Après ça, tu veux représenter la collection, donc la table dans laquelle tu veux aller travailler. Puis, tu utilises les points comme si on était un objet, comme si on était des méthodes en programmation. Puis, on a la méthode, la fonction d'insertion, insert one,
qui est une fonction à part entière. Hein. On peut voir ici avec des parenthèses. Puis si on voit un exemple de qu'est-ce que ça peut donner, ben on a la base de données quelconque, la collection que je nomme. Hein. Fait que le principe, c'est que la base de données, c'est moi qui ai donné un nom, DB ou compagnie ou whatever. On a ensuite la collection hein, qui fait office de table. Donc ici, on a la collection users. Puis on veut insérer un nouvel utilisateur, un nouveau user. Fait que à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais mettre un document hein, qui est sous format de clé-valeur. Donc, un document qui ressemble à un objet JSON ou qui ressemble à un dictionnaire, hein, comme on a vu en Python, qui va avoir la clé, la valeur, un autre clé, un autre valeur, un autre clé, un autre valeur. Puis ça fait en sorte que ça va rajouter ce document-là à l'intérieur. On est capable d'avoir d'autres exemples directement en Python, là. Hein? Donc, en passant, quand tu s'en vas plus tard dans les différents exemples, tu vas avoir comme une liste. Puis le principe, c'est que tu peux spécifier dans quelle langue tu veux voir l'exemple. Donc, nous autres, on veut ça en Python. Fait qu'on peut voir ici que quand tu as importé les bonnes choses, puis là, vous allez voir cette semaine comment importer les bonnes choses dans un programme en Python pour être capable de faire ça. Là. Mais on a accès à l'objet de la base de données. Ensuite, on va avoir la collection que je décide. Puis ensuite, on va pouvoir appeler directement la méthode pour être capable d'aller travailler avec qu'est-ce qu'on a besoin. Puis si je veux en insérer plusieurs, ben je peux tout simplement me créer une liste. Puis de la liste, je peux aller avoir plusieurs dictionnaires qui vont être plusieurs documents dans ma base de données de MongoDB. Puis le principe, c'est que là, on a toutes les mêmes propriétés, mais ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Hein? Donc, on a dit qu'on peut avoir des données hétérogènes. Ça peut causer certains problèmes à moyen terme, mais c'est une possibilité quand on travaille avec les opérations de MongoDB. Qu'est-ce qui va être intéressant aussi, c'est que quand on va travailler avec ces différentes informations-là, quand on insère des choses, le principe d'identification, hein, donc on avait dans les bases de données relationnelles le principe de clé primaire, le principe qu'on a une colonne qui est désignée comme étant hein, la manière d'identifier ce document-là. Il existe aussi avec Mongo, mais il est juste automatiquement géré et généré. Donc, quand on insère des choses, il va toujours avoir une autre information qui va être le champ underscore ID, qui va être un identificateur unique que MongoDB va utiliser en tant que clé primaire. Donc, on n'a pas besoin d'en sélectionner un, on n'a pas besoin d'en créer un, on n'a pas besoin de savoir c'est lequel. C'est juste géré automatiquement, okay, sans avoir à travailler avec. Si on commence, on va aller regarder une autre opération. On va aller avec le read, hein, que nous, on connaît comme étant le select en SQL. Donc, ça me permet de retrouver des documents d'une collection. Puis, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est de voir comment est-ce que je fais pour être capable d'aller chercher l'information spécifique que je veux. Hein, parce qu'un autre élément intéressant qu'on n'a pas trop jasé, mais si je regarde ici dans l'exemple de Insert Many, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que, ou en fait, quand j'en insère juste un, j'ai, hein, ça c'est, le principe c'est comme une colonne, la valeur dans colonne, une colonne, la valeur dans colonne, mais là ici, j'ai une colonne, mais là j'ai un autre objet imbriqué là, à l'intérieur. Donc, étant des documents JSON, hein, étant basés sur JavaScript, puis le JSON puis la notation d'objet JavaScript, je peux avoir des éléments qui sont imbriqués les uns dans les autres. Puis lui, il n'y a pas de problème. Ça, c'est quelque chose qu'on peut juste pas
faire facilement avec des bases de données purement relationnelles. Les bases de données modernes SQL sont quand même capables de faire des genres de choses semblables, là, mais c'est pas mal plus trivial de le faire quand on travaille avec des bases de données à documents comme MongoDB. Fait que là, le principe, c'est je vais pouvoir aller chercher là-dedans, puis juste aller chercher, celui qui a un size W plus grand que 30, je peux facilement aller chercher cette information-là. Fait que, qu'est-ce que j'utilise pour être capable de faire des recherches? Ça ne sera pas un select, ça va être un find. Donc, le find, par défaut, va te retourner tous les différents documents de la collection. C'est comme un select étoile. Mais si je veux, je peux aller mettre des critères de requête. Hein? Donc, je peux voir ici des critères de requête, puis là, je peux voir comment ça fonctionne. Okay? Donc, je mets un objet, puis dans l'objet, il va y avoir les critères que je veux spécifier. Okay? Les filtres, hein? Où c'est que le where, puis des choses comme ça. Donc, je peux aller travailler, hein? Quand j'ai un select from inventory, ça c'est juste le find direct. Si je veux aller chercher, on va se mettre en Python. Si je veux aller chercher une information, hein, exemple, hein, puis le monde, on sait là, que tout le monde sait comment travailler en SQL. Hein, la documentation est consciente de ça. Fait que si je fais un select étoile from inventory where status égale D, le principe de ça se transfère comme ça ici. On a la base de données, je m'en vais dans la collection qui est la table, je fais find, puis là, j'y donne un objet qui a comme les caractéristiques que je recherche. Fait qu'on peut voir ici, on a le query criteria, donc c'est quoi les critères de recherche. Fait que si je regarde, puis là ici, il y avait juste comme une valeur spécifique, mais on peut aussi avoir des comparaisons, des choses comme ça. Fait que si je peux voir, j'ai âge. Ici, j'ai GT, okay, qui est greater than, donc plus grand que, donc 18. Fait que je peux voir ici, je cherche dans mes utilisateurs ceux qui sont plus grands que 18. Puis après ça, j'ai la projection. Donc la projection, c'est le terme pour la partie du select, la première ligne. Hein, où c'est que je mets étoile ou que je mets les différentes colonnes que je veux avoir. Fait que la projection, c'est qu'est-ce que je choisis comme étant l'information affichée. Donc dans ce cas-là, je prends le monde qui sont plus grands que 18 ans, mais je n'affiche que leur nom et leur adresse. Puis on a aussi d'autres éléments comme un modificateur de notre curseur de sélection, donc limite de 5. Donc on est capable de faire vraiment plein d'informations. Puis on est même capable aussi d'aller chercher des informations qui sont imbriquées. On a vu qu'avec le insert, on est capable d'avoir des informations imbriquées. Hein, je peux aller, ici on a un exemple d'élément imbriqué. Fait que si je veux avoir un élément qui est avec telle et telle information, je peux aller dire, ben, dans le size, je veux aller chercher okay, telle information ensemble. Ou sinon, je peux, si j'ai juste un élément à aller chercher, je peux quand même utiliser les points, hein, comme pour descendre dans la structure, comme on a vu avec les méthodes, comme on a vu avec les data frames. C'est dire, je veux que cet élément-là me donne le in. Bonne question. Si on s'en va ici dans le principe du juste query puis du find lui-même. Fait que le principe, c'est que pour juste les sélectionner, puisqu'avec MongoDB, tout est des objets, tout doit être des clés valeurs. Il faut juste que tu dises c'est quoi la clé que tu veux, puis que tu dises pour cette clé-là, je veux que ça soit 1 ou true pour dire qu'on l'inclut à l'intérieur. Si tu mets un 0, c'est que ça va spécifier que je ne veux pas l'avoir dans le résultat. Fait que le 1, c'est juste pour dire comme un vrai, un je le prends, un je veux l'avoir. Parce que une des choses que MongoDB, sur quoi il travaille, c'est le principe, c'est que tout est des objets. Fait que je peux pas juste mettre genre une liste de noms
à l'intérieur. Je mets le nom des champs, puis là, je dis, ce champ-là, je veux l'avoir. Fait qu'eux autres, ils ont juste pris un, ou on aurait pu mettre true aussi, pour être capable de dire, je veux cet élément-là dans mon résultat. Alright? Fait que, on est capable de faire toutes les opérations de recherche qu'on pourrait vouloir, même qu'on a la possibilité de travailler avec le principe d'agrégation aussi. Là. Okay? Donc, on a... Attends, on va juste continuer avec les autres opérations plus simples avant de commencer de parler d'agrégation. On va faire des opérations de mise à jour. Donc, un document qui est déjà là, je veux le modifier. Comment est-ce que je fais ça? J'ai des méthodes update one, update many, replace avec un nouvel objet. Fait que je peux avoir ici qu'est-ce que je mets à jour? Ben, la collection que je mets à jour. Lesquels que je mets à jour. Fait que je mets à jour tous ceux qui sont plus petits que 18. Encore une fois, le même principe hein, du filtre, c'est la même chose que le where. Là, hein? Le where, c'était notre filtre. Là, c'est juste le premier paramètre qui est le filtre. J'ai juste pas besoin d'écrire where. Puis après ça, j'ai l'action à faire. Donc ici, j'ai l'action qui est un set. Puis je set quoi? Je dis que la colonne, le champ statut est mis à rejeter. Fait que là, ici, une autre question possiblement pertinente. Tantôt, on demandait c'était quoi le 1. Pourquoi est-ce qu'on a des signes de dollars avec devant le set, devant le LT? Ben, le principe, c'est que c'est des mots qui sont comme réservés. Là, hein? Donc, j'ai l'âge, puis là, je veux dire plus petit que. On n'a pas le droit de mettre des symboles. Là, fait que qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on utilise du texte, mais du texte avec des valeurs déjà prédéfinies. Fait que si je regarde, c'est quoi les options que je peux mettre? J'ai comme l'opérateur set qui me permet de travailler avec ça. J'ai d'autres opérateurs. Oups, je suis allé un petit peu trop bas. On a ici des opérations aussi pour changer la dernière modification qui a été faite. Hein, des choses comme current date pour comme juste mettre la valeur courante à jour. Parce que MongoDB aussi a une gestion automatique de quand est-ce que ça a été créé, quand est-ce que ça a été modifié, puis quand est-ce que la dernière fois que tu y as accédé. Donc, c'est toutes des informations qui sont automatiquement gérées. Donc, il y a des opérateurs spéciaux. Puis, le principe, c'est qu'il y a des opérateurs pour chacun des éléments. Si on regarde les opérateurs pour les updates, hop. Fait qu'on a un principe de différents opérateurs, comme le set, okay, on a le current date, le int, le max, le mul. On a des opérateurs... là, je voulais sur du filtre. Fait qu'on a d'autres opérateurs pour le filtrage. Fait que de l'égalité, plus grand que, plus petit ou égal, dans une liste possible. Donc, on a okay, des opérateurs logiques. Donc, tous les éléments que nous, on écrirait dans une expression, le principe, c'est que c'est tous des opérateurs que tu mets avec des signes de dollars dans un objet à la place. Mais tout est là pareil. Tout ce qu'on a fait. Fait qu'on est capable de mettre à jour les choses, on sélectionne qu'est-ce qu'on met à jour, on décide qu'est-ce qui est mis à jour, puis on est en business. On peut aussi détruire des choses. Encore une fois, le même principe qu'avec les options qu'on a dans SQL. On décide qu'est-ce qu'on délite, puis ça va juste enlever tous les documents qui ont cette caractéristique-là de manière automatique. On a la possibilité, hein, parce qu'on se demande est-ce qu'on peut tout faire, qu'est-ce qu'on faisait en SQL, pas mal. On a la possibilité de faire des agrégations. Okay? Donc, quand on parle d'agrégation, la somme de toutes les valeurs à l'intérieur, des choses comme ça. Donc, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle des agrégations okay, sur des collections.
Puis une fois qu'on a fait l'agrégation, on est capable d'appliquer une méthode, d'appliquer quelque chose qui représente la fonction d'agrégation qu'on verrait habituellement. Quand on travaille avec l'agrégation, par contre, contrairement au SQL, on va faire l'agrégation comme une première étape, puis le principe, c'est qu'on va décider qu'est-ce qu'on prend comme information. Parce que puisque les informations peuvent être hétérogènes, puisque c'est se peut qu'il y ait des documents qui n'aient pas le champ que je recherche, des choses comme ça, je vais premièrement avoir une première étape qui va décider qu'est-ce que je prends comme information dans mon agrégation. Fait que là, je vais dire, ceux qui ont la caractéristique 16 à médium, c'est ceux que je vais prendre dans mon agrégation. Puis après ça, je vais aller chercher des informations. Fait que j'ai dit, pour mon groupe, prends tous ceux qui ont des noms spécifiques, puis trouve-moi une nouvelle information qui va être la quantité totale. Puis cette quantité totale-là, ça va être quoi? Ben là, ça va être la fonction d'agrégation. Là, c'est là qu'on choisit. Fait que là, ça serait la fonction somme. Puis on somme sur quoi? Sur les quantités. Donc on va aller prendre les quantités de pizza chacune, puis on va faire la somme de ces éléments-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Fait que ici, si je regarde, j'ai des noms. OK. Je peux voir, j'ai différents types de commandes. J'y étais par nom. Là, j'en ai différents noms. Pour chacune, j'ai différentes tailles. J'ai un prix, puis j'ai une quantité qui a été pris. OK. Le nombre de cheese medium, c'était ça. Fait que là, moi, je vais être capable de faire le regroupement des pizzas qui va me donner, tous ceux qui étaient cheese, il y en avait 50. Tous ceux qui étaient vegan, il y en avait 10. Tous ceux qui étaient pepperoni, il y en avait 20. Fait que ça, c'est la possibilité de faire des agrégations avec MongoDB. Ce que vous allez faire cette semaine dans l'atelier, c'est de vous construire votre propre cluster. Donc, ça va être en ligne. Tu peux te faire un compte, c'est gratuit. Puis, une fois que tu as réussi à faire tous ces éléments-là, tu vas être capable de te connecter. Donc, on va être capable d'aller lire les informations avec MongoDB. De faire attention quand on sélectionne ça en Python. Donc, on va aller voir comment aller chercher les informations. On va aller voir comment aller trouver les différentes informations. On va aller voir comment parcourir les informations, comment mettre à jour les informations, comment faire des transformations des informations. Donc, ça va être en gros une réapplication de vos connaissances, une réapplication des concepts qu'on va avoir vus ensemble, mais avec le principe de base de données à documents avec MongoDB. Excellent. Fait que ça fait le tour de notre première base de données de la soirée. Passons à notre première base de données NoSQL de la soirée. Passons à notre deuxième, qui est les Key Value Stores. Donc, les bases de données NoSQL, leur but, c'est d'être capable de combler des besoins qui ne sont pas nécessairement typiques ou performants pour des bases de données relationnelles. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ça soit fonctionnel à parité avec les bases de données relationnelles. Parce que des fois, on a juste besoin d'une petite partie pour être capable d'avoir plus d'efficacité sur un certain point difficile. Donc, on va avoir ce qu'on appelle les Key Value Stores.
Donc, le principe de key value, c'est quelque chose qu'on connaît, là. Hein? Le principe de clé-valeur, on vient d'en voir, là, un objet, hein, un document dans MongoDB, c'est des clés-valeurs. Il y a une clé, un nom de quelque chose, puis il y a une valeur de rattacher avec. Ben, le principe des Key Value Stores, c'est que tu as juste la possibilité d'avoir une clé, puis d'avoir une valeur qui est directement rattachée avec. Fait que ça enlève beaucoup de fonctionnalités possibles. Il n'y a pas de principe de regroupement facile ou de schéma où tu dis je veux sauvegarder nom, je dis Hugo, puis là plus tard je veux recueillir c'est quoi le nom, puis là ça me dit Hugo. C'est tout. De enlever toutes les fonctionnalités intermédiaires et de juste garder le principe de je sauvegarde une clé avec une valeur, ça permet de faire certains éléments vraiment intéressants. La première chose, c'est que ça va être extrêmement rapide. Donc, quand on travaille avec des bases de données relationnelles, le principe de devoir regarder, OK, c'est quoi l'information, est-ce que ça fit avec le schéma, et où ma table, et où la donnée, il faut que j'écrive la donnée, il faut que j'assure que la donnée est écrite avant de dire que c'est correct. Toutes ces affaires-là, c'est des affaires que les Key Value Stores s'en foutent. Tu lui donnes la clé, tu lui dis la valeur, c'est fait. Un autre élément, c'est qu'avec ce principe de rapidité-là, donc le but des Key Value Stores, c'est d'être extrêmement rapide. Ce qu'ils vont faire aussi, c'est qu'à la place d'être une garantie d'information qui est sauvegardée sur un disque de manière permanente, le principe des Key Value Stores, c'est que ça va être pour de l'information qui est plus éphémère, puis qui va être totalement stockée en mémoire. Donc, ce que ça va permettre de faire, c'est d'avoir encore un autre niveau de rapidité juste par le médium dans lequel c'est sauvegardé. Donc, à place de prendre le temps d'aller écrire ça sur le disque dur, puis de voir que c'est bien écrit, puis c'est juste gardé en mémoire, ça veut dire que si tu as une panne de courant, tu perds tout, mais ça fait en sorte que la majorité du temps que tu commences à travailler avec ça, c'est extrêmement rapide. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est de utiliser cette fonctionnalité-là pour jouer avec le fait que je peux faire assemblant d'avoir des informations importantes pour faire comme si j'avais une base de données avec des tables avec plus d'informations, mais juste en utilisant des clés-valeurs. Fait que si je veux sauvegarder des informations dans une base de données, habituellement, je vais vouloir dire c'est dans telle table, puis là, dans telle table, je veux que ça soit en tel identifiant, puis là, je veux dire que c'est telle colonne. Fait que avec une base de données qui travaille seulement avec des clés-valeurs, tu peux comme faire assemblant que ça existe. En faisant en sorte que quand tu veux sauvegarder, admettons, la table utilisateur, le nom de l'utilisateur 4, ben, je peux sauvegarder la clé utilisateur nom 4. C'est juste que comme toute l'information est dans la clé elle-même. Fait que ça fait en sorte que c'est juste plus rapide. Mais là, tu perds quand même tout le principe de schéma, tu perds quand même tout le principe d'atomicité puis de permanence. Donc, tu sais, tu recueilles pas tout, mais tu es quand même capable de pallier au défaut majeur de juste utiliser une base de données à clé-valeur. Mais habituellement, le principe, c'est que tout est centralisé pour faire en sorte que tout se passe de manière extrêmement rapide pour être capable d'aider les genres de problèmes où je veux implémenter ce genre de solution-là. Fait que les bases de données à clé-valeur, ils n'ont rien de commun avec le restant. Hein? Ils n'ont pas de base de données, ils n'ont pas de schéma, ils n'ont pas de table. Ils ont seulement un identifiant, une clé. Puis, ils ont seulement la clé avec la valeur qui représente comme une ligne d'une base de données, mais une ligne avec juste une colonne. T'sais. Fait que on est capable de faire des choses assez intéressantes avec ça. Utilisation typique, quand je veux sauvegarder des informations d'une session éphémère. Fait que
si je suis connecté, OK, admettons au site de cours, puis là, je commence à cliquer sur le mode édition, je commence à cliquer sur modifier, puis là, je commence à faire des options qui ne sont pas encore sauvegardées, mais que je veux garder quelque part pour que quand je reload la page, ça apparaisse. Ce genre de fonctionnalité-là est super bonne dans des bases de données, OK, qui sont clés-valeurs. Même principe quand on travaille sur des profils ou des préférences, hein, c'est des choses qui sont éphémères, que je veux recueillir facilement, puis que je peux aller retravailler. Aussi, qu'est-ce qui est souvent utilisé, c'est que ça va être ces éléments-là, mais ce qui va arriver, c'est que la base de données va être une base de données intermédiaire. Fait qu'il va y avoir la grosse base de données relationnelle, là, okay, qui a toutes les informations, qui est lente, qui est atomique, qui a toutes les caractéristiques. Puis là, il va y avoir ce qu'on appelle une cache, hein, comme une base de données entre la vraie base de données puis l'utilisateur. Puis là, quand l'utilisateur, il demande une première fois l'information, il la demande à ma base de données clé-valeur. Il demande, admettons, genre, c'est quoi mes préférences de mon application web? Puis là, la base de données clé-valeur ici, je ne le sais pas. Il faut que je demande à la vraie base de données. Là, c'est lent, la première fois. Puis là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va prendre l'information puis il va la copier pendant un instant. Puis là, la prochaine fois que l'utilisateur va redemander la même information, bien là, il va faire « Oh, je le sais, tu me l'as demandé tantôt, puis là, moi, je suis capable de te la donner vraiment rapidement, cette information-là. » Donc, souvent, les bases de données clés-valeurs sont utilisées comme cache à des bases de données plus lentes et plus robustes. Donc, ça permet d'avoir comme le meilleur des deux mondes. On va aller voir aussi que c'est comme intégré dans leur fonctionnement d'être une cache, puis qui ont des fonctionnalités spécialisées pour être capable de bien travailler avec ça. Dernière utilisation intéressante, on a, mettons, tu es sur Amazon, tu mets des choses dans ton panier. Qui c'est qui sauvegarde ça? De sauvegarder ça dans la base de données, c'est pas vraiment pertinent parce que c'est pas une information qui est bonne à long terme. Hein? Donc, des choses comme les sessions éphémères de qu'est-ce que j'ai mis dans mon panier, c'est souvent stocké dans des bases de données intermédiaires de clés-valeurs. Fait que la base de données de prédilection des Key Value Stores, c'est Redis. Fait qu'on va aller donc, bon, on va aller voir le site web officiel. Là, okay? Donc, le principe, c'est qu'on est capable d'aller travailler avec les différentes informations. Si je regarde, je veux juste avoir un quick start de l'utilisation. Quelles sont les commandes? Ici. Fait que ça, c'est toutes les commandes que tu peux faire sur Redis. Puis le principe, c'est qu'il y en a qui sont comme plus importantes que d'autres. Comme genre le set, qui permet de comme genre setter une valeur. Mais la commande elle-même est très très simple. Là. Fait que tu peux voir ici, hein, on a encore une fois la même nomenclature hein, qu'on est habitué avec des crochets carrés pour dire des éléments facultatifs, les barres verticales pour dire une option entre les deux. Mais je peux voir ici que tout ça c'est facultatif. Ce que j'ai besoin, c'est de dire set, key, value. C'est tout. Fait que là, qu'est-ce qui est intéressant avec Redis, c'est que il y a des implémentations qui sont complètement en ligne. Fait qu'on peut ici essayer Redis de manière complètement manuelle. Donc, je suis sur try.redis.io qui me permet de comme l'essayer avec un petit tutoriel qui va montrer comme les commandes de base puis voir qu'est-ce que je peux faire. Fait qu'on va mettre ça un petit peu plus grand. Un petit peu plus petit pour avoir la page. Ouais, OK. Fait que le principe, c'est que si je veux être capable de sauvegarder une information, j'ai besoin de faire une commande set. Là, je peux la mettre en minuscule, c'est pas très grave. J'ai besoin d'une clé. Fait que ici, mettons, je peux dire
quelque chose de même. Puis là, c'est moi qui ai décidé du nom de la clé. J'aurais pu marquer patate ici, là. OK? Puis ça aurait aussi été la même chose. Fait que server name. Puis là, ici, je mets l'information que je veux avoir à l'intérieur. Fait que je veux que ce soit le nom, ce soit Fido. Là, on peut voir ici le résultat. Ça dit OK. Comme je l'ai fait, pas de problème. Puis si je veux avoir cette information-là, je peux utiliser le get pour être capable d'aller rechercher cette information-là. Si j'utilise le get sur une information qui n'existe pas, ça fait juste me retourner nil. Puis, je peux tester l'existence avec une autre commande, avec la commande exist. Est-ce que ça existe? Ça me retourne un 1. Il n'y a pas de vrai ou faux, fait que ça utilise 1 puis 0 à place de true et false. Puis, si j'essaye, est-ce que patate, ça existe? Ça me dit patate, ça n'existe pas. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Fait que ça ici, c'est comme... Voici ce que ça fait. Tu as juste besoin ultimement de ça. Là. Le restant, tu peux tout le faire comme avec des programmes, avec des setups. Là, pour aider, hein, il y a des commandes additionnelles. On en a vu, il y en a un paquet de commandes. Là, okay? On est juste dans les S. Donc, on a un paquet de commandes juste pour aider sur différentes versions de différents problèmes pour faciliter la vie et la gestion de l'utilisation de Key Value Store. Exemple. Je peux, quand j'ai une information numérique, ok, fait que mettons ici j'ai 7 connections, je l'ai mis à 10. Quand j'ai une information numérique, je peux utiliser incre pour increment qui me permet d'augmenter de 1 la valeur. Donc, j'ai un outil qui me permet de comme incrémenter un compteur. Je peux aussi détruire l'information. Fait que là, ici, ça me dit que ça l'a détruit. Si je regarde un get de connections, ça va me dire que ça n'existe pas. OK? Ou si je fais exist de connections, ça me dit que ça n'existe pas. Si j'essaie de l'incrémenter, ben là, soudainement, ça existe, c'est incrémenté. OK? Puis là, si je le pars, j'ai maintenant la valeur 1 qui est dedans. Donc, on peut voir ici comme le principe de compteur, le principe de pouvoir accumuler quelque chose, c'est quelque chose qui est capable de faire extrêmement facilement. Je peux aussi le augmenter d'un certain nombre, je peux le décrémenter d'un certain nombre. OK? C'est toutes des choses qui sont disponibles. Donc, on peut setter des choses. On a aussi le principe de compteur qui est comme déjà géré facilement. Ça, c'est pas intéressant pour nous. Qu'est-ce qui est intéressant? Ça va être le principe d'expiration des ressources. Fait que je peux setter, OK, une information. Fait que si je fais get resource, hein, ça me redonne la clé, ça me redonne la valeur. Mais là, si je décide de dire expire, puis là, je dis que cette information-là, je veux qu'elle disparaisse dans 30 secondes. Puis là, le principe, c'est que je peux demander, OK, il reste combien de secondes? Tant qu'il reste des secondes, j'ai pas de problème, je suis capable d'aller chercher l'information. Mais si on attend un petit peu, il reste 11 secondes. 30 secondes, c'était trop. Il reste 2 secondes. Il reste moins 2 secondes. Il reste moins 2 secondes tout le temps. Puis là, si j'essaie d'aller rechercher l'information n'est plus là. Donc, le TTL, le time to live, c'est une information qui dit « Je veux que cette information-là disparaisse après un certain temps ». Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de ça?
Ben, si on revient à notre exemple tantôt avec la cache, hein? J'ai ma grosse base de données, j'ai ma cache entre les deux, puis là, s'il va chercher quelque chose, ben, c'est caché là-dedans pendant un certain temps, puis là, l'utilisateur peut aller le rechercher. Mais là, le principe, c'est que ça se peut que l'information a été changée dans la vraie base de données à un moment donné, là. Fait que je veux pas juste tout le temps garder cette information-là dans la cache. Je veux dire, ben, gars, pour la prochaine demi-heure, là, on va être capable de transiger rapidement, mais si tu reviens demain, je veux aller rechercher l'information pour être certain que c'est l'information qui est la plus à jour. Hein? Donc, il y a des mécanismes qui me permettent de facilement gérer l'expiration d'informations à l'intérieur de cette base de données-là. Vraiment intéressant. On a aussi la possibilité de créer des listes d'informations. Donc là, même si on avait juste le principe de clé-valeur, ben le principe, c'est que dans une valeur, on peut avoir une liste d'informations. Fait que ici, si je fais un write push, je fais un autre write push, puis là, je fais get friends. Je peux pas aller le voir directement. Moi, ce que je veux, c'est je peux aller chercher le... Oui, ok. J'ai besoin, mettons, de... Friends. Je peux voir que j'ai en ce moment 2 amis dans ma liste. Puis, je peux aller en mettre un à gauche. OK? Puis là, je suis rendu avec 3 amis dans la liste. Puis là, le principe, c'est que d'aller chercher dans une liste ou de voir tous les éléments d'une liste, c'est pas quelque chose qui est rapide. Fait que j'ai pas le droit de le faire. Qu'est-ce que j'ai le droit de le faire? J'ai le droit d'aller chercher soit la valeur à gauche, soit la valeur à droite. C'est tout. Puis d'aller la sortir de la liste. Fait que si, mettons, j'ai poussé à la droite Alice et Bob, puis là, j'ai poussé à gauche Sam, fait que, en principe, il y a comme Sam, puis il y a Alice et Bob, fait qu'Alice est dans le milieu, là. Fait que si je fais un air-pop de Friends, on peut voir que ça me donne Bob. Si je refais un air-pop de Friends, ça me donne Alice. Puis là, je fais un air-pop de Friends, ça me redonne Sam. Puis là, si je fais un air-pop de Friends, ça me donne qu'il n'y a plus rien. Donc, il y a des manières de gérer de l'information, mais c'est pas des informations qui sont comme accessibles autant que dans les langages de programmation ou dans des bases de données, parce que lui, il est vraiment ultra laser focused sur la vitesse. Ça, c'est bon. On peut quand même aller en chercher une gang au besoin. Ça, c'est les pops que je viens de faire avec les push. OK. On peut aussi avoir un set d'informations. OK, donc on avait vu le principe d'un set qui est similaire à une liste, c'est juste qu'il n'y aura pas 2 fois la même valeur. Donc on peut avoir ici différentes informations à l'intérieur. OK. Ou c'est que je peux les enlever, savoir s'ils étaient dedans ou pas. Je peux aller voir c'est quoi les différents membres. OK. Donc, on est capable d'aller chercher ces éléments-là, puis on est capable de mélanger différents sets ensemble. Donc là, j'ai les Bird Powers, puis là, je veux les Super Powers et les Bird Powers en faisant une union de différents sets. C'est toutes des choses qui sont possibles. Bien. OK. Je pense que c'est pas mal ça pour... Ouais, le restant, c'est des choses qui sont encore plus complexes, mais c'est comme le principe que je voulais vous démontrer avec Redis. Puis, encore une fois, ça se rapatrie à l'intérieur de langage de programmation. Pardon. Donc, si je m'en vais voir en Python, il y a des librairies qui me permettent de travailler avec ça pour commencer à travailler avec une instance de Redis. Donc ici, là, on a comme faire filer 3 petits crochets, là, mais on a
hein, l'importation de la librairie, on se connecte à la librairie, puis là, une fois qu'on a ça, on peut commencer à travailler avec les différentes instructions de Redis, hein, où c'est que j'ai un set, la clé, la valeur, je peux aller rechercher avec la clé, puis je reçois la valeur qui était derrière. Excellent. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ce qui nous reste à regarder ensemble, ça va être le deuxième travail pratique. Donc, on va aller regarder le deuxième travail pratique. Regardez ça ici, puis je veux aussi... Donc, ça va ressembler à la structure de ce qu'on a fait dans le premier. Okay, donc, en différentes parties, aller chercher des données, exploiter des données, mais qui va utiliser les connaissances que nous, on a vues jusqu'à date. Fait qu'on a ça, on a ça, on a ça. Excellent. Ça, ici, en bas. Fait que le principe, c'est qu'on va avoir une base de données qui est déjà préparée, que moi je vous donne, donc avec les informations de connexion ici. On a à l'intérieur différentes collections qu'il faut aller chercher. Donc, à l'intérieur de ces collections-là, le principe, c'est qu'on a... Là, ici, je suis sur le site qui gère la base de données. Là, moi, je peux comme voir les informations. Vous autres, vous allez comme les siphonner. À l'intérieur, on peut voir ici, on a différentes compagnies. OK? On a, qu'est-ce que je veux? Les orders. Donc, à l'intérieur, on a différents orders qui nous donnent avec différentes dates. OK? À l'intérieur. Puis, on a les order details qui nous donnent, ben, il y a eu combien de produits, combien de quantités de telle affaire. Hein? Donc, le principe de, j'ai des compagnies, c'est des compagnies qui vont envoyer des... qui vont shipper des informations. Puis, je peux voir ici, là, hein, j'ai encore une fois le même principe de ID, hein, shipped via, c'est eux autres qui ont envoyé c'est la compagnie 3 des shippers, hein, qui ont envoyé ça. Donc, on est capable de comme détecter qui c'est qui a fait quelle livraison. Fait que la première partie, ça va être d'être capable d'aller chercher les informations, de fusionner les informations dans un data frame pour être capable de gérer ça correctement, puis d'être capable de commencer à faire de l'analyse, commencer à faire de l'exploitation de données. Dans la deuxième partie, là, il va falloir créer des nouvelles données à partir de ce qu'on a vu. Donc, là, ça ne sera pas juste de l'exploitation, mais ça va reprendre ce qu'on a vu durant la deuxième partie du cours, d'être capable de construire à partir de calculs des nouvelles données, puis d'être capable de visualiser les dites données. Donc, le principe, c'est que dans les données, dans les orders, j'ai des dates de shipping. OK? Donc, j'ai différentes dates de shipping. Puis, moi, ce que je veux savoir, c'est par trimestre, hein, donc Q1, Q2, Q3, Q4, combien il y a eu de produits qui ont été distribués par chaque compagnie. Fait que moi, j'ai juste l'information disparate. J'ai ici la commande 10.5.25 qui a été shippée en 1996-5.23, qui a été shippée par la compagnie 2. Là, il faut que j'aille voir, ben, OK, ben, 10.5.25... 10.5.25, en tout cas 10.5.25, OK, il y a eu telle quantité de produits qui a été déplacée par telle compagnie, je note ça. Puis là, moi, ce que je veux avoir, ça va être un graphique qui va me permettre de voir quelle compagnie a fait le plus de
shipped quantity à l'intérieur de chacun des quartiers. Donc, je veux avoir un graphique qui ressemble à ça ici à la fin. Donc, 4 différents quartiers, les différents noms des compagnies. Donc, là, ici, celui-là, là, OK, c'est du hard mode. Là. Je l'ai fait vraiment fancy pour vraiment aller chercher la documentation pour être capable de le faire afficher beau de même. Si l'information est comme assez visible, tu vas avoir le plus de points. Là, ça, c'est le 100%. Là, là. Si t'es rendu là, c'est que tu as 100. Sinon, c'est que tu veux comme retravailler autour et être capable de faire quelque chose de semblable, pas nécessairement exactement pareil, à travers de ça. Puis, non seulement je veux avoir le graphique, mais je veux avoir aussi un graphique qui va être dynamique. Fait que je veux être capable de choisir l'année à afficher. Donc, on a vu comment avoir des widgets qui changent l'information. Puis, je veux être capable d'avoir soit un graphique avec une barre empilée ou un graphique avec les 3 barres des 3 compagnies pour chaque quartier, une à côté de l'autre. Parce que là, ici, je suis capable de voir comme la quantité totale, mais je suis difficilement capable de comparer entre les différentes compagnies. Fait que moi, je vais avoir une case à cocher, là, quelque chose qui fait oui ou non, qui me permet de désempiler les graphiques au besoin. Fait que ça vous donne un exemple de qu'est-ce que je m'attends comme résultat à la fin. Fait que, il va falloir être capable de transformer des informations, là, OK, pour avoir les bonnes données pour être capable de créer ce genre de graphique-là. Fait qu'encore une fois, on a 2 parties. On indique le code à l'intérieur de ces 2 parties-là. On peut se le travailler ensemble. C'est ça qu'on va remettre. Donc, pour la remise, ça a quand même bien été. On n'a pas eu trop de problèmes de ce côté-là. Fait qu'on devrait être quand même en business avec ça. Alright. Ah oui, je pense que j'ai fait ici pour le TP. On va faire forcer ça ici. Puis ça devrait être correct. Parfait. Fait que ça serait tout pour nous aujourd'hui. Cette semaine à l'atelier, vous allez voir comment se connecter à MongoDB, comment faire le compte aussi. Donc, ça serait important de vous y présenter. Sinon, nous, on se revoit la semaine prochaine pour le cours extracurriculaire, puis la semaine d'après pour le cours de révision de l'examen.